Et la recherche nous permet d'éviter ces problèmes. Par contre, selon Kim Burton et d'autres personnes qui ont déjà présenté aujourd'hui, il y a un manque sérieux de preuves quant à l'efficacité de la thérapie. Donc, quoi faire dans ce contexte-ci? Où commencer? Selon David Shacko, c'est par une question ou en fait une chaîne d'interrogation. Qui devrait faire quoi, comment, quand et où, à qui et pourquoi? On a déjà vu quelques-unes des raisons du pourquoi. Regardons une couple de questions spécifiques, mais je veux souligner que c'est quelques-unes des questions de milliers et de milliers d'autres qui pourraient être possibles. Celle que vous vous posez peut-être le plus souvent et qu'on va vous poser le plus souvent, c'est est-ce que votre intervention fonctionne? Donc, est-ce qu'elle améliore l'état du patient ou du client? Donc, premièrement, il faut définir ce que ça veut dire, améliorer l'état. Selon votre concept théorique ou votre domaine, ça va être très différent. Le psychologue clinicien peut s'intéresser à l'ajustement psychosocial ou émotionnel. Le médecin peut s'intéresser au statut physique. Et le psychologue de la santé, comme moi, va s'intéresser à l'intersection des deux. Il reste à vous de définir c'est quoi un état amélioré chez la personne qui vient vous voir. De plus, comment la mesurer? Est-ce que vous avez une approche qui est valide et fiable? Donc, est-ce que votre approche mesure réellement ce qu'elle est censée mesurer? Et est-ce qu'elle le fait de façon répétée chez un même individu avec un même thérapeute ou chez différents individus avec différents thérapeutes? On a parlé de l'importance de la main tantôt. Ici, ça devient un problème. Évidemment, quand on regarde des phénomènes qui sont bien connus, bien documentés, comme la pression artérielle, et pour lesquels les mesures sont facilement accessibles, c'est facile. Lorsqu'on parle d'un phénomène qui n'est présent que dans votre propre domaine et qui de plus peut être moins objectif ou moins objectivable, encore une fois, il va falloir que vous montriez pourquoi on peut avoir confiance à cette méthode de mesure. Est-ce que l'intervention a des effets secondaires ou inattendus? Je vous encourage fortement de regarder au-delà des symptômes avec lesquels le patient, le client s'est présenté. Il peut y avoir de nouvelles choses qui apparaissent. Certainement, au niveau de la clinique psychologique, par exemple, il y a de la dépendance excessive et je présume que vous pourriez avoir le même problème, une dépendance excessive qui pourrait se créer entre le client et vous, dans le sens qu'il ne vient plus vraiment pour les bienfaits de les manipulations, mais plutôt pour votre présence à vous. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment de l'ostéopathie que vous faites? Je vous laisse le plaisir d'y répondre. Est-ce que les bienfaits de votre intervention sont supérieurs ou du moins équivalents à ceux de la médecine traditionnelle? Ceci est particulièrement intéressant dans le contexte d'individus qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se prêter à un traitement médical. Mais ici, on parle de médecine alternative. J'aime beaucoup le côté médecine complémentaire. Donc, est-ce que la combinaison de votre intervention avec la médecine plus traditionnelle peut aller chercher des bienfaits qui vont au-delà de ce que pourrait se produire seulement s'il y avait la médecine traditionnelle ou seulement s'il y avait votre intervention? Combien de temps durent les bienfaits? Est-ce que ça en vaut la peine pour le patient de revenir vous voir, tant en termes de temps que de finances? Donc, quelques-unes des questions, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Comment l'intervention fonctionne-t-elle? Donc, elle agit sur quel mécanisme? Est-ce que c'est sur les mécanismes qui étaient prévus à la base par vos théories? Je présente ici rapidement certains résultats de Sandra Lapierre, qui était une étudiante en ostéopathie qui a défendu sa thèse d'ostéopathie en 2009 et pour laquelle elle a reçu un prix scientifique. Donc, j'aimerais l'applaudir pour ça. Donc, Sandra s'intéressait à l'impact d'un traitement en ostéopathie sur l'activité du système nerveux autonome et sur la vitalité. Il y avait certains principes de base que j'espère avoir bien compris. J'ai pris des choses à travers sa thèse. Je m'en excuse si je ne l'ai pas bien compris.
Donc, les ostéopathes peuvent évaluer s'il y a un changement dans l'expression du mécanisme respiratoire primaire. De tels changements peuvent refléter un changement au niveau du mouvement du liquide céphalorachidien. Et donc, ceci pourrait influencer le maintien de l'homéostasie, donc le système nerveux autonome. Par la suite, les commentaires des patients sont recueillis et viennent infirmer ou confirmer ce que le thérapeute va avoir perçu. Sandra s'intéressait à avoir une mesure qui était plus objective de cet impact-là sur l'activité du système nerveux autonome. Elle est donc venue nous voir, le docteur Deschamps, qui est anesthésiste à l'Institut de cardiologie, et moi-même, parce que notre expertise touche entre autres la mesure de l'activité du système nerveux autonome. Elle a étudié 17 patients qui recevaient déjà des traitements en ostéopathie, qu'elle a suivis pour les buts de la recherche sur 3 semaines, mesurer l'activité du système nerveux autonome et la vitalité avant et après 30 minutes de repos la première session, entre autres pour aider aux patients à s'adapter à l'équipement physiologique qui ne fait pas partie habituelle de vos interventions. Suite à avant et après 30 minutes d'un traitement ostéopathique à la semaine 2. Ici, c'est un traitement ostéopathique qui était spécifique, en fait, aux patients. Donc, pour répondre aux besoins du patient qui était là et non une intervention qui était standardisée à travers tout le monde. Et par la suite, à la semaine 3, voir si les effets se maintenaient. En général, si je fais un résumé, au niveau de l'activité du système nerveux autonome, il y a effectivement eu un impact du traitement ostéopathique, mais pas sur la mesure nécessairement auquel elle s'attendait, donc soit sur l'activité du système nerveux parasympathique ou sympathique. Elle a trouvé davantage sur une mesure qui reflète la régulation du cœur via la thermorégulation et le système rénine-angiotensine. Maintenant, la pertinence de ces... c'est quoi le mot que je cherche? De ces dimensions-là pour l'ostéopathie demeure encore à évaluer, à étudier. Mais je vous dirais qu'en médecine, on sait déjà que quand il y a perturbation de ces phénomènes-là, il y a un risque accru de mortalité chez les gens qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Donc, ça donne déjà une indication que votre intervention pourrait toucher des systèmes qui sont d'importance. Elle a également démontré des impacts au niveau de la vitalité, bien que certains des effets ne sont apparus qu'à la 3e semaine, suggérant qu'il y a un délai dans certains des effets que vous allez produire. C'était le résumé, j'espère, plus ou moins fidèle de la... Question très importante auxquelles il sera important de faire face dans les années à venir. Est-ce que les bienfaits de vos traitements sont vraiment dus aux manipulations que vous faites ou est-ce qu'elles sont dues à des facteurs non spécifiques, tels que le support émotionnel que vous offrez, parce que vous en offrez, le toucher, le simple toucher, autant que avant on ne pouvait pas savoir que c'était d'une importance physiologique ou émotive, peut avoir un impact important, et l'effet placebo, le simple fait de croire que votre intervention va fonctionner, va faire qu'à court terme, il pourrait y avoir un effet. Dont l'importance de pouvoir inclure, quand c'est possible, des groupes contrôle. Certainement pour l'étude à Sandra, mais bon, là, on parlait d'une thèse, on ne peut pas tout mettre dans une thèse d'ostéopathie pour un étudiant. Cela aurait été plus facile de comprendre certains des résultats. Problème dans votre domaine comme dans le mien, c'est de découvrir quel genre de contrôle qu'on peut vraiment inclure. Contrairement à un produit médical ou à une pilule, où on peut créer 2 pilules qui se ressemblent, une qui est inactive, l'autre qui est un placebo. Dans nos interventions, ils savent exactement ce qu'on est en train de faire. Peut-être pas pourquoi ou comment ça peut agir, mais si vous êtes en train de toucher le cou, ils savent que vous êtes en train de toucher le cou. Donc, ça devient plus difficile et ça devient un projet de recherche en soi de déterminer quel va être un bon groupe contrôle pour ce projet-là. Parce que pour votre projet, ça pourrait ne pas être le même que pour votre projet. Donc, à déterminer, et c'est une question très intéressante en soi. Ça, je le note.
Quels facteurs internes ou externes pourraient influencer ou aider à prédire l'impact de votre traitement? Donc, ce type de recherche-là, qui est plus évaluatif, vous aiderait à déterminer est-ce que pour certains individus, il serait mieux de faire telle chose plutôt que l'autre, ou tout simplement de ne pas offrir un traitement pour ce type de personnes ou de problématiques. Ça peut aider également à vous indiquer un peu la raison de certains résultats. Par exemple, je reviens à la thèse de Sandra. Ici, c'est pour une mesure de l'activité parasympathique du système nerveux autonome qu'on voit être diminuée lors de la première session avant-après et qui est plus grande aux sessions 2 et 3. Ceci pourrait représenter le stress d'avoir un équipement physiologique. Mais ce qui était intéressant dans l'étude de Sandra, c'est qu'elle a également mesuré la détresse psychologique et elle a pu voir que la détresse, justement, psychologique était beaucoup plus élevée, significativement plus élevée, à la semaine 1 que la semaine 2 et 3. Et cette différence-là était associée au changement au niveau du système nerveux autonome. Donc, encore ici, ça l'aide à comprendre qu'est-ce qui pourrait influencer vos traitements. Est-ce qu'une autre intervention ostéopathique pourrait être plus efficace? Donc, est-ce que vous pourriez faire mieux? Évidemment, ça va de soi. On veut innover, on veut améliorer ce qu'on fait et pas rester stagnant avec ce qu'on a déjà appris. Mais on veut le faire de façon sécuritaire. Donc, toutes ces questions et beaucoup d'autres vont demander des techniques particulières, des méthodologies et des collaborations peut-être aussi très particulières. Elle ne représente qu'un minuscule nombre de projets potentiels et qui vont dépendre seulement de votre capacité à les concevoir, évidemment. Ce qui est intéressant pour un chercheur, c'est que la recherche mène à des questions. Elle mène à davantage de questions que de réponses. Tantôt, vous aviez mentionné qu'on est à la recherche de trouvailles. Ça fait partie du domaine. Mais c'est ce qui était aussi stimulant. Donc, les réponses qu'on obtient d'un projet vont amener toujours de nouvelles questions que vous allez peut-être pouvoir répondre vous-même ou laisser le libre choix aux autres chercheurs. Et aussi, il y a un jeu qui peut se faire entre le domaine plus fondamental, évaluatif, et le domaine plus clinique. Donc, des recherches en milieu fondamental, évaluatif, peut vous donner des idées par rapport à de nouvelles interventions. Et la recherche que vous allez faire sur ces nouvelles interventions pourrait renourrir des questionnements que vous avez par rapport au fonctionnement du corps ou de l'esprit. Ou de l'esprit. Ces questions et surtout les réponses que vous allez en récolter vont mener aux avancements importants que vous allez avoir dans votre domaine, comme dans tous les autres domaines, améliorera la compréhension que vous avez par rapport au fonctionnement du corps, mais aussi le développement de la maladie. Améliorer la façon de pratiquer votre profession et par le fait même, et c'est le but de toutes nos interventions, la santé des patients. Et de façon importante, va faciliter la discussion que vous allez avoir avec les autres professionnels, tant en recherche qu'en clinique. Si vous avez des données convaincantes, probantes par rapport à vos mesures, par rapport à vos interventions, il sera beaucoup plus facile de créer des alliances avec ces autres professionnels. Donc, de quoi est-ce que vous avez besoin pour faire de la recherche? On l'a dit tantôt, c'est encore assez à son enfance, la recherche dans votre domaine, mais il y a déjà des conseils qui ont été établis et qui ont établi un code de déontologie. Donc, ça vous donne des normes à suivre en tant que chercheur ou chercheur en devenir, mais ça va venir aussi augmenter la confiance que peut avoir le public et les organismes subventionnaires quant à la recherche que vous faites.